Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Au lendemain des élections européennes, nous allons revenir sur les enseignements de ce scrutin qui marque un peu plus la recomposition politique du paysage français. Et nous analyserons également les résultats dans les autres pays de l'Union européenne ainsi que le nouveau visage du Parlement européen. Deux parties dans cette émission. Nous allons commencer par un plateau politique que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis dans une seconde partie, des experts qui analyseront tous ces résultats. Et tout au long de cette émission, nos journalistes en duplex, Tam Tranui, qui se trouve au Rassemblement national où se tient actuellement un bureau politique, Jérôme Rabier, qui est au QG de la République en marche où se rassemblent les élus de la liste Renaissance, Quentin Calmet, qui est dans la salle des conférences du Sénat pour recueillir bien sûr les réactions des sénateurs. Et enfin, nous serons au Parlement européen à Bruxelles avec Alexandre Poussard. Merci à tous les quatre. À tout à l'heure. Et en plateau, je vous le disais, nos invités, Sabine Thillaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche d'Indre-et-Loire. Vous êtes président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Damien Abad, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Ain. Vous êtes également vice-président du parti. Merci d'être là. Et Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Et Ludovic Pajot, député Rassemblement national du Pas-de-Calais, devrait nous rejoindre dans quelques instants. Avant de commenter les résultats, on va les regarder, ces résultats définitifs de cette élection européenne 2019 pour la France, avec le Rassemblement national qui arrive en tête, 23,31% des voix, suivies de la liste Renaissance, la liste de la majorité présidentielle, avec 22,41%. Troisième position pour Yannick Jadot, les Verts, 13,47%. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. La surprise de cette élection, 8,48% des voix. La France insoumise, 6,31% des voix. Liste menée par Manon Aubry, liste qui fait quasiment jeu égal avec PS. Place publique, 6,19% des voix. Voilà pour les listes qui ont des élus au Parlement européen. La suite, on va la regarder. C'est Nicolas Dupont-Aignan avec la liste Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, 3,51% des voix. Génération, Benoît Hamon, 3,27%. L'UDI, 2,5%. Le PC, quasiment 2,5%, 2,49%. Et puis, on va peut-être regarder quelques listes qui suivent. Notamment les listes de François Asselineau, de Nathalie Arthaud, des Patriotes, ainsi que le Parti animaliste qui fait un score qu'on n'attendait pas. Le Parti animaliste qui fait plus d'1% des voix, plus de 2 même, 2,17% des voix. Avant de rentrer dans le détail de ces résultats, partie par partie, on va y revenir peut-être. D'abord, une analyse globale. Sabine Thillaye, quelle analyse globale vous faites de ce scrutin, de ces résultats qu'on vient de voir? Alors, tout d'abord, je trouve qu'on n'a pas à rougir au niveau national de ces résultats. Et je suis très content, par contre, de la participation. Et j'ai l'impression, pour la première fois, on assiste à un genre de frémissement de débat public européen, un espace public européen, parce que c'était bien plus, les questions européennes étaient quand même un tout petit peu plus présentes cette fois-ci. Et au niveau européen, je veux dire, c'est un résultat clairement pro-européen. Participation qu'on va regarder aussi, vous faites bien d'en parler, participation supérieure à 50%, loin des chiffres qui étaient annoncés, participation qui s'élève à plus de 52%. Pierre Jouvet, vous, quel enseignement tirez-vous de ce scrutin? Le premier, effectivement, c'est qu'on peut se satisfaire de voir un regain de mobilisation de la part des Françaises et des Français pour cette élection. Ça, c'est le point positif d'hier. Malgré tout, la réalité de ce scrutin hier, c'est une confiscation de l'élection européenne sur des enjeux nationaux. On a essayé d'alerter pendant toute cette campagne et le président de la République a souhaité installer un duel qui est en réalité, hier soir on le voit, un duo entre la République En Marche et le Rassemblement national, qui est une double stratégie d'échec. Parce que, premièrement, Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais la réalité c'est que c'était Marine Le Pen, sort en tête de ce scrutin hier soir, que par rapport à l'élection présidentielle de 2017, il y a 2 ans, où je le rappelle, le président de la République avait dit qu'il serait élu pour faire rempart au Front National, le Rassemblement national est en tête dans 76 départements français,
alors qu'il était en tête en 2017 dans 48 départements. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie d'échec qui a été menée et qui veut installer un paysage politique qui est malheureusement un paysage politique que nous devons combattre entre le Front National et la République En Marche qui serait là pour être le seul rempart au Front National. La réalité de cette élection, et c'est ce qu'on voit, et j'en termine par là, c'est que quand on mène une politique libérale, on n'est pas un rempart contre le Rassemblement national. En vérité, c'est qu'on devient une passerelle. Et donc aujourd'hui, il est temps que la gauche prenne en compte et en considération le résultat d'hier, que la gauche voit que si hier dans cette élection, la gauche de gouvernement, elle n'avait pas été émiettée, elle aurait fini en tête de ce scrutin. Et aujourd'hui, nous devons ranger nos égos, nous devons ranger nos querelles du passé et construire une alternative social-démocrate, écologiste, forte, une réponse à gauche forte dans ce pays pour répondre aux aspirations populaires et arriver à créer l'alternance en 2022. On va revenir sur tout ça, sur ce duel, sur l'union de la gauche. Mais d'abord, Damien Abad, vous, quel enseignement général vous tirez de ce scrutin ? Écoutez, d'abord, oui, il y a eu une participation plus forte que d'habitude aux élections européennes, qui est plutôt une bonne nouvelle quand les Français reviennent aux urnes, même si on voit bien que dans ce scrutin, il y a aussi une critique en creux de l'Europe en tant que telle. Ce que je note, c'est quand même une montée plus forte en France que dans d'autres pays de l'extrême droite et du Rassemblement national. Et ce que je note aussi, c'est une bipolarisation de la vie politique française qui est inquiétante. Parce que cette bipolarisation qui est effectivement portée par le président de la République, c'est de dire, en gros, c'est moi ou le chaos. Et donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe si ce n'est plus lui ? Si ce n'est plus lui aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus d'assurance tout risque par rapport au fait que le Front National puisse arriver au pouvoir en tant que tel. Et ça doit tous et tous nous interroger. Parce que l'enjeu, il n'est pas d'étouffer le pluralisme politique, l'enjeu, il est de le faire vivre. Et l'enjeu, surtout, il est d'éviter cet affrontement dual qui, si le président de la République échoue, peut amener notre pays à l'extrême droite. Et ensuite, je pense qu'on reviendra sur la question pour notre famille et pour la droite, puisqu'il y a beaucoup de sujets là-dessus. Mais en tout cas, voilà, sur le commentaire général, par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme les Néerlandais, où on n'est pas dans cette situation politique-là en tant que telle. Enfin, ça me fait toujours un peu réagir, la bipolarisation voulue par le président de la République. Pour moi, je suis toute nouvelle en politique. Ça fait que 2 ans que je me suis vraiment engagée, mais je ne vois pas en quoi le président de la République aurait un bouton pour appuyer pour que ça y est, on part vers une bipolarisation. Non, reconnaissez quand même, Sabine Thielé, qu'il a fait cette élection un duel en Roumanie début mai. Il disait qu'il allait mettre toute son énergie pour battre le Rassemblement national. Il y a quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure dans beaucoup d'États membres qui sont dus aussi à beaucoup d'insécurité, à beaucoup d'angoisse chez nos électeurs ou chez les citoyens en général. On est devant des grands défis et on cherche des solutions pour ces défis. Bon, nous, à la République En Marche, on a choisi entre gens de gauche, gens de droite, de chercher un nouveau chemin pour savoir où est-ce qu'on peut mettre le curseur quelque part au milieu pour créer quelque chose un peu de novateur et de sortir de tous ces clivages qui nous amènent que le statu quo. Bon, que ça passe pas sans heurts, c'est normal. Mais les premiers qui ont quand même installé cette bipolarisation, c'est quand même le Rassemblement national en appelant à un vote anti-Macron, au lieu d'être pour un programme, faire des propositions. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. On va revenir sur tout ça, sur ce duel, sur les conséquences du scrutin en France. Mais d'abord, c'était une élection européenne. Un nouveau Parlement européen a donc vu le jour hier soir. Jusqu'à présent, les sociodémocrates et le PPE, les conservateurs de droite, dirigeaient le Parlement européen. Mais là aussi, c'est une recomposition qui s'annonce. Michael Spitzberg. Le nouveau visage du Parlement européen dessine une nouvelle Europe, plus morcelée que jamais. Premier enseignement, le Parti populaire européen et le groupe des sociaux-démocrates enregistrent une baisse historique. L'un et l'autre enregistrent un recul de près de 40 sièges. Pour la première fois depuis 1979, ils perdent leur majorité qui leur permettait de gouverner l'Europe. Un recul des partis historiques qui profitent à l'extrême droite qui devient la 3e force politique du continent. Si on y ajoute le score des souverainistes, les eurosceptiques qui gagnent quelques 50 sièges seront les plus représentés dans la nouvelle Assemblée. Une force qui devrait se révéler stérile du fait de leurs désaccords. En revanche, les libéraux qui gagnent 40 sièges et les écologistes 18 deviennent les forces centrales de ce nouveau Parlement. Ces 2 sensibilités seront au centre de toutes les discussions.
Un Parlement bien élu, avec 52% de participation au niveau continental, du jamais vu depuis 20 ans. Sabine Tillet, qu'est-ce que vous retenez de ces résultats au niveau européen, de ce nouveau visage du Parlement européen ? Je retiens qu'on a là la possibilité de sortir du statu quo, c'est-à-dire au Parlement européen aussi, il y avait quand même, c'est un Parlement qui fonctionne différemment que le nôtre, il est beaucoup plus porté vers le consensuel, de trouver des accords, mais qui se sont toujours faits au niveau du PPE et de SED, donc là il y a une troisième force qui arrive, voire une quatrième force aussi avec les Verts, donc suivant les thématiques, là on peut vraiment pousser quelque chose de nouveau et pour répondre aux défis. Damien Abad, le PPE dans lequel vont siéger vos élus reste le premier groupe du Parlement européen. Il reste effectivement le premier groupe politique du Parlement européen, ce qui est la preuve que la droite est bien vivante en Europe. Ensuite, comme vous l'avez dit, le Parlement européen, c'est un lieu, c'est différent que l'Assemblée nationale. C'est un lieu où il y a du consensus politique, ou en tout cas il y a des alliances qui se font politiques. La difficulté quand même, ça va être pour à la fois les Verts et pour les libéraux et pour la République en marche, de trouver des convergences politiques. Parce que dans la DLE, par exemple, le parti des libéraux, vous avez des gens qui sont très libre-échangistes, dans une économie qui n'est pas du tout celle que nous voulons porter. Chez les Verts, entre les Verts français et les Verts allemands, vous avez des différences, y compris idéologiques, qui sont extrêmement fortes. Donc les majorités politiques vont être difficiles à trouver. Et les coalitions politiques vont être difficiles également à trouver. Et je ne suis pas sûr qu'à la fin des fins, on ait tant rebattu les cartes que ça, et que surtout le Parlement européen en soit gagnant. Parce que l'enjeu aujourd'hui, les Français ont voté, tant mieux, à plus de 50%, c'est pour qu'on ait un Parlement européen qui soit utile et qui porte à ce moment-là une ligne politique. Et je ne suis pas sûr que demain, cette ligne politique soit clairement identifiée. En tout cas, ce qu'on note simplement, c'est qu'effectivement le Parti populaire européen reste présent, ce qui, même s'il n'y en a pas beaucoup ce matin, qui reste quand même un motif d'espoir aussi pour la droite française. Pierre Jouvet, avant de partir à Bruxelles, un mot sur les résultats des socialistes au niveau européen. Bien sûr, mais Damien Abad a raison. Moi, je partage cette analyse. Mais qu'est-ce que prouve, encore une fois, ce panel qu'on voit au Parlement européen ? Que le président de la République, excusez-moi du peu, pendant toute cette campagne, a raconté des balivernes aux Français. Parce qu'on nous a fait croire, si madame, parce qu'on nous a fait croire qu'au soir de l'élection européenne en France, si Emmanuel Macron n'était pas en tête, ce serait un cataclysme pour l'Europe, que les amis de Marine Le Pen allaient diriger l'Europe. Regardez les groupes politiques, c'est faux. Les amis de Marine Le Pen ne dirigeront pas l'Europe. L'ALDE, le groupe dans lequel vont siéger les amis d'Emmanuel Macron, ne dirigeront pas l'Europe non plus. Et quelle est la réalité de ce scrutin aujourd'hui ? C'est qu'il va y avoir aujourd'hui, comme hier, un affrontement politique qui devra se nouer par des alliances qui n'existeront pas entre la droite du PPE et les sociodémocrates, où les élus socialistes français siégeront demain. Et là va se poser une question très importante dans la recomposition, y compris pour la recomposition de la vie politique française. Parce que les Verts, aujourd'hui, vont avoir une responsabilité. Est-ce que, comme après les élections européennes de 2009, où ils avaient fait plus de 16%, ils ne feront rien du résultat d'hier, ou est-ce qu'ils seront en capacité, et j'ai peur, en entendant M. Jadot depuis quelques heures un petit peu trop fanfaronné et claironné, que nous devons construire un bloc progressiste de gauche au Parlement européen. Est-ce que les Verts vont venir avec le groupe social-démocrate ou est-ce que les Verts vont aller faire l'appoint avec la majorité d'Emmanuel Macron ? Et ça dira beaucoup de choses de la façon dont on veut diriger l'Europe et dont on refera des recompositions politiques en France. Puisque vous parlez de ces alliances, on va aller à Bruxelles, au Parlement européen, rejoindre Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. L'élection est terminée, mais on l'entend, le jeu des alliances ne fait que commencer. Et oui, Oriane, le jeu des alliances a commencé ici à Bruxelles au lendemain de ces élections européennes, puisque les deux principales formations historiques, vous l'avez dit, le Parti populaire européen de droite et du centre et le groupe des sociaux-démocrates doivent trouver un nouvel allié pour former une majorité ici au Parlement européen. Et tous les regards se tournent vers le groupe des libéraux qui va représenter 14% de ce Parlement européen et qui va accueillir normalement en son sein les députés de la République en marche. Ce groupe des libéraux va devenir en quelque sorte l'arbitre des débats ici au Parlement européen. Et c'est cette carte que va jouer Emmanuel Macron pour peser sur la vie politique européenne, soit en formant une coalition classique de droite, centre et gauche, soit en faisant des alliances de circonstances plus progressistes avec les députés progressistes du PPE, les plus progressistes du PPE, les libéraux, les sociodémocrates et puis le groupe Vert qui a réalisé un très bon score ici au Parlement européen avec 9% des sièges. Et puis du côté des députés nationalistes et européens,
eurosceptiques. Si on additionne tous leurs sièges, ils ont 180 sièges, ce qui est un score historique, mais en réalité, ils sont divisés en 3 groupes irréconciliables et le leader de la Ligue italienne, Matteo Salvini, aura la lourde tâche d'essayer d'unir les Français du Rassemblement national, les conservateurs catholiques polonais et puis éventuellement les députés hongrois du parti de Viktor Orban. Voilà un Parlement européen divisé, morcelé, où ce jeu des alliances va aussi être très lié à la future répartition des postes clés dans les institutions européennes. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour toutes ces explications. Sabine Tillet, est-ce qu'au final, la France ne se retrouve pas affaiblie au Parlement non, européen? Au contraire, de toute manière, il ne faut quand même pas oublier qu'on existe depuis peu. Et ça y est, on n'a plus 2 députés européens, on a une vingtaine, plus qu'une vingtaine. Donc on va être, le plus grand groupe dans ce nouveau groupe qui va se créer, qui est appelé là libéraux, mais qui ne va pas s'appeler libéraux. Donc on aurait quand même une puissance. Et d'ailleurs, je veux dire, il n'y a pas que le Parlement européen, il y a le Conseil, il y a tout ça. Donc il faut plusieurs forces pour pouvoir pousser des idées qu'on Mais après, quelles alliances? Est-ce que que vous pourriez travailler avec le PPE, avec les sociaux-démocrates? Comment vous allez travailler? Des alliances au cas par cas? Je pense qu'il y a des alliances. Bon, maintenant, il faut vraiment bien analyser et savoir quel est le résultat absolument définitif. Il y aura des pourparlers, mais suivant les cas, effectivement, il y a plusieurs scénarios qui sont imaginables. Pierre Jouvet, est-ce que vous allez continuer à travailler avec le PPE, comme ça a été le cas pendant des années, ou est-ce que vous dites que les socialistes, désormais, doivent marquer une distance? Alors aujourd'hui, nous, on a très clairement porté dans cette campagne le fait qu'il fallait que nous marquions une distance et une rupture vis-à-vis de cette tradition qui a pu avoir lieu par le passé. Et ça, c'est nous, aujourd'hui, un engagement très clair et très fort qu'on a pris. Et c'est d'ailleurs dans la suite logique de l'appel à la recomposition que nous appelons de nos voeux depuis maintenant plusieurs mois et qui s'amplifie depuis hier soir. Nous devons construire, en France comme en Europe, une gauche sociale, écologique, populaire, capable de se rassembler pour amener une dynamique nouvelle en France demain et en Europe également. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez travailler avec les députés d'Emmanuel Macron? Mais en fait, la question, vous voyez, on prend toujours le sujet sur notre prisme français. La réalité, elle n'est pas là. C'est que le groupe d'Emmanuel Macron, qui va avoir 20 députés en France, c'est pas lui qui va fixer la ligne au Parlement européen. Je le dis et je le répète, il y a 2 groupes forts au Parlement européen. C'est le groupe du PPE. Excusez-moi, mais dans ce cas-là, avec les 6,5% de... je ne sais pas comment... Mais vous voyez, vous vouliez dévoyer le débat à chaque fois. Moi, je vous parle d'Europe. Je ne veux pas dévoyer. Ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir... On était les seuls pro-européens. Non, nous, on était pro-européens. Je ne vous permets pas de dire ça. Je ne vous permets pas de dire des choses comme ça parce que nous étions pro-européens et le PPE et M. Bellamy étaient aussi pro-européens. Donc attention de ne pas dire n'importe quoi. Par contre, ce que je veux dire, pour en terminer, c'est qu'au Parlement européen, il y a aussi ce qui s'appelle le jeu des Spitzenkandidaten. Et c'est pas le candidat de la LDE. Les Spitzenkandidaten, c'est les candidats désignés par les partis pour être président de la Commission européenne. C'est pas le groupe ALDE qui va avoir la présidence de la Commission européenne demain. Donc à un moment, c'est à Emmanuel Macron aussi et à son groupe de dire vers qui ils vont aller. Et ce sera là encore une clarification politique. En tout cas, nous, ce qu'on appelle, c'est un rassemblement de la gauche au Parlement européen. On appelle les écologistes à travailler avec nous. On appelle les forces de gauche démocrates, social-démocrates, à se rassembler pour construire une Europe nouvelle à partir de demain. Allez, on va revenir à la politique française, les enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin sur le plan national avec d'abord la grosse surprise de ce scrutin, c'est le score des Républicains qui s'effondre à 8% et l'unité affichée pendant la campagne a déjà volé en éclats. Jonathan Dupriez. Au QG des Républicains, c'est la consternation. Malgré une campagne jugée dynamique par les observateurs, le parti emmené par François-Xavier Bellamy s'est effondré, avec à peine plus de 8,5% des suffrages. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Au lendemain de l'élection, les Républicains sont abasourdis. Le parti a été pris en étau entre le Rassemblement national et la République en marche. Pour le président du Sénat, il faut désormais rassembler toute la diversité de la droite. Avec un peu plus de 8% des suffrages exprimés, disons la vérité, c'est un échec pour notre liste. Ce résultat nous impose une remise en question profonde. Notre mouvement devra repenser sa ligne politique.
Mais pour d'autres ténors, Laurent Wauquiez doit porter la responsabilité du naufrage. Il doit démissionner. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Le bureau politique des Républicains se réunira ce soir rue de Vaugirard pour tenter de faire l'analyse de cette déroute historique. Damien Abad, vous avez entendu Valérie Pécresse ce matin. Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez doit démissionner? Est-ce qu'il a désormais d'autres choix? Écoutez, si la seule question, le seul problème de la droite, c'était Laurent Wauquiez, ça se saurait. Je pense que le malaise est bien plus profond et bien plus structurel que cela. Je ne crois pas qu'il faille répondre à un mauvais résultat par la désunion. Par contre, je partage ce que dit Gérard Larcher. La droite doit s'ouvrir, elle doit s'élargir. Elle doit retrouver ce qui a été son ADN, celle de l'UMP, à l'époque de Nicolas Sarkozy, où on ne marche pas sur une seule jambe. Et moi, j'en ai assez de cette droite du conservatisme sociétal et des questions identitaires. Donc vous reconnaissez que le choix et la ligne de Laurent Wauquiez n'étaient pas la bonne. Attendez, il va y avoir un bureau politique ce soir. Oui, il nous faut, j'ai toujours défendu cette ligne politique-là, qui est celle de la droite modérée, qui est celle, effectivement, où on doit pouvoir expliquer et ramener à nous des électrices et des électeurs qui ont été tentés par d'autres aventures politiques. Et l'enjeu, il est là, pour nous, aujourd'hui. Et moi, je suis de ceux qui pensent, effectivement, qu'il nous faut un pôle social beaucoup plus fort chez les Républicains, qu'il nous faut parler aussi des nouveaux sujets qui intéressent les Français. Moi, j'ai été frappé et par des jeunes qui ont largement voté aussi, par exemple, Europe Écologie Les Verts ou d'autres sujets. Donc, je crois qu'il faut effectivement que si la droite résume cette défaite à une seule question de personne, alors on n'aura pas compris le message qui nous a envoyé par les électrices et les électeurs. Mais vous la résumez à quoi? Une question de ligne. Mais la ligne, c'est le choix de Laurent Wauquiez. Oui, c'est lui qui a choisi cette ligne. C'est lui qui a choisi François-Xavier Bellamy. Pas tout seul. Il faut être clair. Cette ligne politique, le choix de François-Xavier Bellamy, il a été approuvé par tous les cadres du parti. Et il y a une responsabilité collective là-dedans. Et ce serait trop facile de dire seul Laurent Wauquiez a choisi cette ligne-là. Non. Il est en cause d'ailleurs, François-Xavier Bellamy, dans cette défaite pour vous? François-Xavier Bellamy, il a fait ce qu'il a pu dans un moment de vent contraire et il a été aspiré à la fin de la campagne. Cette campagne se joue toujours dans les derniers jours. Il a été aspiré par un double vote utile contre lui. C'est d'un côté ceux de chez nous qui ne voulaient pas que le Front National gagne et inversement ceux de chez nous qui ne voulaient pas que le président de la République gagne. Et donc il y a eu un double effet vote utile là-dessus. Mais moi je veux qu'on en tire toutes les conséquences et je veux surtout qu'on ne mette pas la poussière sur le tapis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir la droite française. Elle a perdu ces élections européennes-là, mais elle a aussi perdu les élections législatives, elle a aussi perdu les élections présidentielles. La vérité, c'est que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné une élection nationale. Et ça, il faut quand même regarder la vérité en face. Parce que si on ne regarde pas cette vérité-là, alors on n'aura aucun remède. Et alors on sera encore aspiré, et peut-être encore plus, en 2022. Pour moi, il n'y a pas de fatalité. D'ailleurs, la preuve, c'est que le PPE reste encore majoritaire au Parlement européen. Ça veut dire que les électeurs de droite ne sont pas disparus dans la nature. Simplement, aujourd'hui, il y a un hiatus profond et un paradoxe français très fort. C'est que pour moi, le pays n'a jamais été aussi à droite et nous, on n'a jamais été aussi éloignés du pouvoir. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Mais pas la bonne droite. Édouard Philippe, dans cette campagne, a parlé de la droite Trocadéro. C'est la défaite de cette droite hier. Vous savez, je n'aime pas trop les caricatures et les mesures simplistes. La réalité, c'est que la droite Trocadéro, c'est aussi la droite de Nicolas Sarkozy qui nous a fait gagner lorsqu'il y a ce rassemblement. La réalité, c'est que ce qui est sûr en tout cas, c'est que moi, je ne crois pas à une droite recroquevillée sur elle-même. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut moderniser nos idées. Enfin, la dernière grande idée de la droite, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Cette idée, elle a 10 ans. Donc forcément qu'aujourd'hui, il y a des électrices et des électeurs qui sont tournés vers d'autres mouvements et d'autres formations politiques. Maintenant, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Et par exemple, dans cette campagne, moi, j'ai toujours été un grand défenseur de l'Europe. Et je le reste profondément. On ne peut pas être le matin un grand défenseur de l'Europe et l'après-midi contre l'Europe. Il faut aussi là-dessus qu'on ait une ligne politique qui soit clairement identifiée sur ce sujet comme sur d'autres sujets. Et donc, ça sera le débat de ce soir, des prochains jours. Ce que je dis simplement, c'est que je appelle à tout le monde à une responsabilité collective. Vous imaginez l'image qu'on donnerait à nos militants, à nos cadres, à nos élus locaux, si en plus de cette défaite, on y rajoutait de la division et de la désunion. Je pense que ce ne serait pas à la hauteur des enjeux. On va accueillir Ludovic Pajot. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Pas-de-Calais. On a entendu Marine Le Pen hier appeler, je cite,
les Républicains à suivre l'exemple de Thierry Mariani et de Jean-Paul Garot qui vous ont rejoint. Est-ce que vous espérez profiter de cet affaiblissement des Républicains ? On voit que les Républicains, pendant cette campagne, ont essayé de courir après nous, c'est-à-dire venir sur nos thèmes. Mais les Français se rendent compte que lorsque les Républicains sont aux responsabilités, ils mènent une politique de gauche. Il faut rappeler quand même que lorsque Nicolas Sarkozy était aux responsabilités, il y a eu plus de régularisation que sous Lionel Jospin. Donc voilà, les Français aujourd'hui se sont tournés massivement vers nous lors de ces élections européennes. On nous avait enterrés aux dernières élections présidentielles et législatives en disant que à l'époque le Front National était mort, que Marine Le Pen c'était fini. Et on revient avec une forte progression, notamment en nombre de voix, puisque dans mon département, nous progressons énormément en nombre de voix, puisque vous vous rappelez quand même qu'il y a eu plus de participation à ces élections européennes, et que donc nous avons rassemblé beaucoup de Français derrière la liste menée par Jordan Bardella. Sabine Thiellet, on a vu Édouard Philippe faire beaucoup campagne pour rallier à lui ses électeurs de droite. Qu'est-ce que vous dites, que le pari est réussi ? Ça dépend aussi des départements. Comme vous parlez de votre département, dans le mien, c'est exactement le contraire. Ça veut dire la République en marche au niveau national, nous sommes en tête. Et devant. Mais en attendant, par contre, quand on regarde les chiffres de 2014, il y a quand même un plafond que vous n'avez pas dépassé. Enfin, quelque le mode de part. scrutin est différent. On a oui, une liste nationale, on a 34 listes. Je suis sur 2014, sur les élections européennes, vous n'avez pas progressé. On a progressé en nombre de voix. Par contre, il y a un autre enseignement quand même de ces élections, et quand je regarde dans mon département, il y a vraiment un problème, il y a une différence de vote entre les villes et la ruralité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien analyser et auquel il faut répondre. On va revenir. Vous avez fermé des classes dans les villages, non, la disparition des services publics, les élus qui se sentent abandonnés par le pouvoir en place, et aussi la fermeture de services dans les hôpitaux. Écoutez, on va revenir sur ce duel. On va revenir sur ce duel, La République en marche, le Rassemblement national, dans quelques instants. D'abord, on va regarder la deuxième surprise de ce scrutin, c'est le score des Verts qui se classent 3e. Profitant d'une mobilisation, notamment de la jeunesse, en leur faveur. Jérôme Rabier. Avant même l'annonce officielle des résultats, le sourire sur le visage de Yannick Jadot à son arrivée à son QG laissait présager une bonne soirée pour Europe Écologie Les Verts. Et à 20h, quand le score s'affiche sur les écrans, les militants peuvent exulter. Ils sont la 3e force politique du pays. C'est un pari réussi, évidemment, nous sommes très heureux, surtout que ce score, on le retrouve dans d'autres pays européens. Et notre objectif était d'envoyer un gros bataillon de députés verts au Parlement européen. On est en passe de réussir ce coup-là. Alors que l'écologie s'était imposée comme un thème central de l'élection, les Verts français ont réussi à capitaliser sur un combat de longue date. Que tout le monde a ripolliné son discours de vert. Tout le monde était écologiste, tout le monde était vert. On a bien vu que les Françaises et les Français ont opté pour l'original. Et avec au moins 12 eurodéputés, les Verts français vont aller garnir un groupe écologiste européen qui progresse dans de nombreux pays et sans doute jouer le rôle d'arbitre sur de nombreux dossiers. Voilà, le groupe va grossir et on va donc batailler pour faire passer des projets écologiques au niveau européen, sur la politique agricole commune, sur le financement de la transition écologique. Et il ne faut plus tarder, c'est des décisions qui vont devoir venir très rapidement. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que la question écologiste, elle est prise au sérieux enfin dans la société en France. Et donc ça change tout. Alors que personne, pas même eux, ne les imaginait aussi haut, les écologistes peuvent savourer et espérer au niveau national prolonger la vague verte de ce scrutin européen. Pierre Jouvet, Yannick Jadot s'était effacé au profit du Parti socialiste, il s'est allié avec vous en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez encore travailler avec lui ? Évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est de savoir ce que Europe Écologie Les Verts va faire de ce résultat demain. Est-ce qu'Europe Écologie Les Verts va se dire que c'est une aventure individuelle qui doit se poursuivre ? Ou est-ce que Europe Écologie Les Verts va considérer, comme nous avons essayé de le porter, qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, que la fin du monde ne peut pas être détachée de la fin du mois. Donc la réalité aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que, oui ou non, les écologistes dans ce pays sont de gauche ? C'est la question. Yannick Jadot ne se revendique plus de gauche. Yannick Jadot a essayé de l'évacuer pendant une bonne partie de ce débat. Mais il y en a d'autres chez Europe Écologie Les Verts qui ne disent pas la même chose. Donc moi, j'appelle aujourd'hui les écologistes à reprendre ces chemins de la gauche. Vous savez, on a une voix qui est très claire depuis hier soir et qui commence à s'affiner.
le Parti socialiste est en convalescence, tout le monde le croyait mort hier soir et finalement il est encore là, présent, même si le score n'est pas satisfaisant, il faut dire les choses. Mais la réalité, c'est que la ligne de gauche populiste, et on est traversé par le même sujet à droite, la ligne de gauche populiste qui a été incarnée par Jean-Luc Mélenchon, elle est sanctionnée. Donc aujourd'hui, cette ligne-là n'existe plus. Est-ce que nous sommes capables, et moi je l'appelle de mes voeux, à construire une gauche issue des territoires, notamment des territoires ruraux, qui prennent en compte la réalité de vie de nos concitoyens, avec des services publics de plus en plus éloignés, avec des difficultés de mobilité et de déplacement, avec des fins du mois qui sont de plus en plus compliquées, et l'urgence écologique, telle que les jeunes et nos concitoyens nous le réclament. Alors, si nous sommes capables de faire cette force politique nouvelle, si nous sommes capables de reconstruire une gauche de gouvernement dans ce pays, quand on prend les résultats cumulés d'hier soir, la gauche de gouvernement aurait été en tête de cette élection. Nous avons une responsabilité historique devant nous. Soit nous laissons le duel entre La République En Marche et le Rassemblement National s'installer durablement, et moi ce que je crains c'est qu'en 2022, ce soit le Rassemblement National qui l'emporte, parce qu'à force de crier au loup, à force de demander à nos électeurs de faire des barrages, de voter contre le Front National, eh bien les électeurs vont être lassés, et à un moment donné, ils vont voter et porter Marine Le Pen en tête dans notre pays. Donc on doit construire cette alternative à gauche, cette alternative crédible, et nous devons le faire dès ce matin. Et moi j'appelle l'ensemble des responsables politiques à ranger leurs égos et à travailler dans cette direction. On va revenir sur tout ça en suivant notamment ce qui s'est passé hier soir à la France Insoumise et chez vous au Parti Socialiste. Mais d'abord, le vainqueur de ce scrutin, le Rassemblement National. C'est eux qui sont arrivés en tête hier soir. Marine Le Pen qui a vu un rejet d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs appelé une dissolution de l'Assemblée nationale. On va tout de suite retrouver Tam. Tam, vous êtes devant le siège du Rassemblement national où se tient actuellement un bureau politique. Quels enseignements le Rassemblement national tire de ce scrutin ? Pour être tout à fait précis, Oriane, le bureau politique devrait se tenir cet après-midi au Rassemblement national. Mais où se trouve déjà Marine Le Pen, qui est entourée d'un certain nombre de ses lieutenants, parmi lesquels Steve Briouat, Louis Alliot ou encore Sébastien Chenu. Vous l'avez dit, avec 23,3% des voix, le Rassemblement national est donc arrivé en tête du scrutin, devançant La République En Marche de moins d'1 point. Toutefois, cela n'a pas empêché hier Marine Le Pen de triompher, parlant d'un véritable désaveu démocratique pour le président de la République. Emmanuel Macron n'a d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale, a-t-elle dit, et d'opter pour un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Au Rassemblement national, on juge que le président de la République, en transformant le scrutin en plébiscite, a réussi à installer Marine Le Pen en chef de l'opposition. Et on se projette déjà vers l'avenir. Écoutez le vice-président du Rassemblement national, Steve Briouat. Dès qu'une campagne finit, une autre commence et aujourd'hui, on ne peut pas se suffire d'emporter quelques mairies. C'est vraiment, il faut vraiment pouvoir organiser notre appareil pour qu'on soit la force alternative à Macron. Donc tout commence aujourd'hui, les municipales, les départementales et les autres échéances bien plus importantes. Pour modérer cette victoire, on peut tout de même rappeler que ce n'est pas une grande poussée pour le Rassemblement national par rapport aux élections européennes de 2014. À l'époque, le parti de Marine Le Pen était déjà arrivé en tête des suffrages et avec un score plus important de plus de 25% des voix. Mais Marine Le Pen regagne toutefois en crédibilité après la présidentielle difficile de 2017. Hier d'ailleurs, elle a pris date pour la future élection présidentielle en déclarant qu'un grand mouvement pour l'alternance était né. Et d'ailleurs, à la réunion de cet après-midi, on va bien sûr parler d'un rassemblement plus large. Certains pensent aux LR qui sont sortis exempts de cette élection. D'autres landent déjà du côté de l'extrême gauche. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve un peu plus tard. Ludovic Pajot, je vous ai vu réagir sur ce que disait Tam. Mais c'est vrai que par rapport à 2014, vous n'envoyez pas plus d'élus au Parlement européen. On progresse en nombre de voix et ensuite il faut rappeler quand même qu'on fait plus qu'aux dernières élections présidentielles. En 2017 et qu'on nous avait enterré après les dernières élections législatives en disant c'est la France insoumise le premier opposant à la politique d'Emmanuel Macron et finalement c'est le Rassemblement national qui sort en tête de ces élections européennes. C'est une double sanction. Sanction d'abord de la politique nationale menée par Emmanuel Macron depuis 2 ans, de cette injustice, de ces cadeaux fiscaux aux plus riches et de ce matraquage envers notamment nos retraités ou la hausse des carburants. Et aussi c'est les Français qui veulent dire stop à cette concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, à ces
traité de libre-échange qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui ne cesse de progresser, des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. Voilà, c'est d'abord une sanction aussi au niveau national et ensuite un vote évidemment pour défendre une Europe des coopérations et des nations face à cette Union européenne qui dessert les intérêts de nos compatriotes. Mais c'est là où La République En Marche ne doit pas crier victoire dans ce scrutin. Je le répète, en 2017, Marine Le Pen était en tête dans 48 départements français. Hier soir, Jordan Bardella est en tête dans 76 départements français. C'est une défaite sans précédent pour le président de la République hier. Mais si on ne répond pas, à l'inquiétude de la France des territoires, à notre France périphérique, à la France rurale. Oui, mais depuis 2 ans, madame, la politique que vous conduisez, elle amène à affaiblir cette France des territoires. Elle amène à supprimer des lignes de train, à faire que des services d'urgence ferment en France. Aussi un peu vers les élections européennes. Vous voulez revenir vers les élections européennes quand ça vous arrange et quand on parle de politique nationale, ça vous dérange. Donc aujourd'hui, il faut répondre à ces enjeux. Vous n'y répondez pas. Allez, Pierre, répondez, Sabine. Et au niveau européen, on ne peut pas dire que... nous doublons notre nombre de députés européens. En Italie, Matteo Salvini... Non, mais je veux dire, il y a dans beaucoup de pays... Ne doublez pas votre nombre de députés européens. Vous en avez envoyé 24 en 2014, vous en envoyez 23 aujourd'hui. Du groupe Europe des Nations et des Libertés. Vous êtes 3 groupes. Quand il va y avoir le Brexit, quand même, il y a quand même un grand nombre de députés, entre guillemets, qui se situent un petit peu de votre bord, qui va sortir. Et de toute manière, vous n'aurez pas la capacité au Parlement européen de peser véritablement, substantiellement, dans le processus législatif. Je peux vous dire qu'en tout cas, nos députés européens défendront nos idées au sein de cette institution. Ce qu'on a vu les dernières années, c'est pas tout à fait ça, c'est toujours contre. Une première étape aussi, parce que l'année prochaine, nous avons des élections municipales. Et moi, je prends l'exemple du département du Pas-de-Calais. Il y a des villes où on fait plus de 50% au premier tour. Donc nous allons évidemment travailler à constituer ces listes, à présenter le maximum de candidats à ces prochaines élections municipales pour pouvoir implanter notre mouvement politique. Parce qu'on voit dans les zones où on est très implanté que nous progressons. Je prends Hénin-Beaumont, notre liste fait plus de 56%. Donc ça prouve que lorsqu'on est implanté, qu'on est aux manettes dans les villes que nous gérons, nous cessons de progresser aux différentes élections. Donc nous allons évidemment travailler dans les mois qui viennent à constituer le maximum de listes pour les prochaines élections municipales. Damien Abad, on a entendu hier soir Laurent Wauquiez rejeter la responsabilité de ce résultat de la victoire du Rassemblement national sur Emmanuel Macron, qui non seulement, selon lui, n'a pas réussi à faire barrage au Rassemblement national, mais qui au contraire a facilité sa victoire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le président de la République n'est pas l'assurance tout risque face à la montée du Front National. Et qu'aujourd'hui, cette montée du Front National est plus forte en France que dans le reste des pays européens. Et donc forcément, on peut s'interroger sur cette stratégie qui comporte des risques politiques pour l'avenir de notre pays en tant que tel. Mais vous savez, moi je veux qu'on se regarde nous. Parce que la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on reconstitue un pôle d'espérance pour la France. Et la réalité quand même, c'est qu'il faut qu'on colle davantage aux aspirations des Français. Moi, je suis convaincu que la droite française n'est pas morte. Et je suis convaincu qu'il y a un espoir possible à droite. Mais encore faut-il accepter de changer notre logiciel politique, de changer notre ligne politique et de mettre un peu de modernité dans notre pensée politique en tant que telle. Donc on le sait, ce chemin de la reconstruction, il sera long, il sera difficile, mais j'ai le sentiment que réduire la vie politique française à un non-choix, quasiment, ou en tout cas un choix entre le chaos ou le président de la République en tant que tel, c'est pas satisfaisant. Et on voit bien, je veux juste dire un point sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur la question de la fracture territoriale. Et oui, il y a une fracture qui est profonde. Et oui, le vote de la France des métropoles n'est pas le même que le vote de la France des territoires ruraux. Et mon inquiétude, c'est qu'on est en train de mettre deux France face à face. Et on est en train de créer les éléments d'une tension sociale encore plus exacerbée dans le pays que ce qu'on a connu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ça doit tous nous interpeller. Et c'est là-dessus aussi que nous-mêmes, nous devons retravailler pour repenser la droite. Sur ce clivage, Pierre Joly. Bien sûr, ce clivage, il est déterminant. Vous savez, moi, je vais vous dire et vous parler franchement. J'ai fait partie des élus de gauche qui, au moment de l'élection présidentielle de 2017, ont eu un doute. Et je me suis dit, peut-être qu'Emmanuel Macron est celui qui peut reconstruire une offre social-démocrate, une offre progressiste réelle dans notre pays. J'ai appelé à voter pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle après avoir voté pour Benoît Hamon au premier tour. Parce que justement, il avait promis d'être ce rempart, d'être celui qui allait comprendre enfin cette France des territoires, cette France des oubliés, cette France des territoires ruraux qu'on laissait souvent à l'abandon et qui faisait le jeu du Front National. 2 ans après le résultat, il est cinglant.
Le résultat, c'est que nos territoires ruraux sont plus affaiblis que jamais. La réalité, c'est que nos services publics se sont dégradés. La réalité, c'est que la situation de l'emploi s'est détériorée. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle à ce sursaut à gauche. Ce sursaut de la gauche des territoires, des élus locaux que nous sommes, qui constituons des forces dans nos territoires ruraux, dans la France périphérique, pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. Parce qu'on sort de 6 mois de crise des Gilets jaunes et qu'on n'a pas de réponse politique suffisamment forte. Allez, et c'est la gauche qui doit la mener. On va revenir sur tout ça, Pierre Jouvet, mais on va tout de suite retourner au QG de la République En Marche. Jérôme Rabier, vous êtes avec une nouvelle députée européenne, Fabienne Keller. Tout à fait, avec Fabienne Keller, sénatrice et maintenant nouvellement élue députée européenne sur cette liste Renaissance en 7e position. Alors déjà, première action par rapport au score de votre liste, un peu plus de 22%, mais une 2e position. Alors c'est un beau résultat qui nous permet d'avoir 23 élus au Parlement européen, autant en fait que le Rassemblement national, c'est le même nombre, et de porter le projet que nous avons pu présenter aux Français sur l'environnement, sur la protection, lutte contre le terrorisme, migration, sur l'emploi, enfin tout ce qui est attendu par nos concitoyens, cette stratégie européenne où le fait d'être tous ensemble nous rend plus puissants. 23 élus qui vont rejoindre le groupe central et libéral au Parlement européen, où une 2e campagne s'engage. Comment vous comptez peser maintenant au Parlement européen? Effectivement, notre délégation va rejoindre ce nouveau groupe, avec à sa tête Nathalie Loiseau. Le PPE et les sociodémocrates n'auront pas la majorité, et donc ils feront alliance avec notre groupe, voire même peut-être après avec les écologistes, à 4 groupes. Là, on serait environ 500 eurodéputés pour constituer la coalition de gouvernance. En fait, le Parlement européen se gère très différemment de la politique nationale. C'est pas droite-gauche, c'est pas une alternance d'un côté puis de l'autre. C'est au centre, puisque les extrêmes, gauche et droite, ne participent pas du tout de manière concrète au travail parlementaire. Les élus Front National avaient d'ailleurs brillé d'une part par leur absence, d'autre part par leur refus de voter les textes. Donc vous discuterez autant avec les socialistes qu'avec les conservateurs du PPE? Tout à fait. En fait, c'est un accord de gouvernance pour piloter l'organisation du Parlement européen, pour qu'il puisse s'organiser, créer les commissions, nommer un bureau. Mais après, texte par texte, les majorités se construisent en fonction des sensibilités de chacun, de leur appartenance nationale aussi. Donc c'est un travail au fond très démocratique, de constitution d'accords au-delà de la simple France, délégation France, mais transnationaux. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions. Juste avant de rejoindre au QG vos colistiers, où une réunion de campagne va se tenir d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouve un petit peu plus tard. Vous avez tous réagi sur ce plateau au propos de Fabienne Keller quand elle évoquait la question des alliances au Parlement européen. Je vais commencer par vous Ludovic Pajot. Ça confirme ce qu'on dit depuis des années, puisque Fabienne Keller vient de nous dire, en fait au Parlement européen on est tous copains, on gère ensemble, on se répartit les postes au sein des institutions européennes, les présidents de commission, présidents du Parlement européen, et en fait c'est comme ça que ça fonctionne ce Parlement européen. C'est pour ça que nous serons la seule opposition à ce fonctionnement opaque et en tout cas à ces décisions qui sont prises contraires aux intérêts de nos compatriotes. En tout cas, on a une nouvelle démonstration que voter LR ou voter PS ou voter En Marche, c'est en fait finalement la même chose. Mais avec quel poids vous arriverez à vous opposer, Ludovic Pajot? Vous êtes quand même très divisé. Nous allons avoir un groupe important quand même au sein du prochain Parlement européen, puisque nous allons doubler notre nombre de députés européens au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés. Donc nous allons pouvoir évidemment faire des amendements, faire des interventions au sein de combien, une soixantaine, c'est ça? 60 sur 750. Je pense que vous allez peser 70. Après, on verra. On a encore des discussions avec d'autres partis au sein de l'Union européenne. Donc, on verra bien les discussions et puis la constitution finale de ce groupe. Sabine Thiellet. Au niveau européen, vous n'avez pas percé. En tout cas, vous êtes copains avec tout le monde et vous co-gérez ensemble le Parlement européen. On gère ensemble le Parlement européen. Ça démontre que voter LR, voter PS, voter écolo, c'est la même chose. Non, pas du tout, parce que nous, on pousse des thématiques. D'ailleurs, les traités de libre-échange qui tuent les agriculteurs. Vous parlez des traités de libre-échange, par exemple. Est-ce que vous avez regardé les dernières statistiques des douanes, documents quand même très officiels, quant au CETA? Plus 10%
pour nous, pour nos petites exploitations. Oui, et on apporte de la viande aux antibiotiques du Canada. Pas tellement. De toute manière, je veux dire, vous, qu'est-ce que vous dites tout le temps? Contre. Et oui, vous contre avez, la concurrence déloyale qu'est-ce que vous qui fait avez qu'on importe voté, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales que ce que produisent nos agriculteurs. Vous avez voté ces dernières années d'une manière constructive au Parlement européen, qui a fait avancer le sujet. Vous avez passé un tas de résolutions, d'amendements, etc. Oui, bien sûr, ce sont des propositions. Sur des textes importants que vous avez toujours. Mais des amendements, ce sont des propositions. Comme par exemple sur l'augmentation de Frontex, de nos gardes-corps et gardes-frontières. Le Parlement européen. C'est un fiasco, Frontex, ça ne fonctionne pas. On voit qu'on a toujours plus d'immigration. Faisons-le. Schengen, ça ne fonctionne pas. On va pas refaire un débat sur Frontex. On va un retour aux frontières nationales, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on a une immigration massive qui arrive. On ne va pas refaire un débat sur la politique migratoire. On a fait le tour des partis. On va terminer par la gauche, puisqu'hier soir, c'était aussi la bataille du leadership à gauche qui se jouait. La France Insoumise et le Parti Socialiste ont finalement fait jeu égal. Mais Jean-Luc Mélenchon est apparu au QG de campagne avec un air déçu. Il a reconnu d'ailleurs un score décevant, Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce sujet d'Héloïse Grégoire. Notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. La défaite est amère pour la France Insoumise qui se retrouve en 5e position. Avec près de 7%, la liste portée par Manon Aubry est au coude à coude avec le Parti Socialiste, loin, très loin des 11% espérés. Écoutez, moi je suis quand même assez déçu du résultat parce qu'on a globalement fait une campagne extrêmement militante, extrêmement impliquée. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à convaincre le cœur du peuple, celui qui s'est abstenu encore une fois à cette élection, qui s'est senti dépossédé, qui était dans ce duel Rassemblement National, La République En Marche. Sur place, très peu de militants, l'ambiance n'est pas au rendez-vous et la défaite se lit sur les visages. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on explique mieux notre programme déjà. On est forcément déçus des résultats. Derrière, il y a eu une très belle campagne qui a été menée par les militants. Mais voilà, la motivation est toujours là. Effectivement, il y a un besoin de rassembler la gauche, il y a un besoin de rassembler nos leaders, d'échanger tous autour d'une table. Créée en 2016, la France Insoumise fait son entrée au Parlement européen. Le parti devrait voir siéger entre 5 et 7 députés. Et avant de vous faire réagir, Pierre Jouvet, on va écouter votre tête de liste, Raphaël Glucksmann, qui a fait donc jeu égal avec la France Insoumise et qui lui aussi appelle à rassembler à gauche. On l'écoute. Les sondages nous donnaient moins que se retrouver à égalité avec la France Insoumise, c'est plutôt une bonne surprise dans ces élections. Et voilà, c'est un soulagement, c'est la preuve que la gauche existe encore dans ce pays, mais c'est surtout une immense responsabilité, parce que si la gauche n'était pas partie éparpillée entre les mouvements de gauche et les écolos, il y avait moyen de contester ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le PS n'est pas mort, il bouge encore. Plus que cela, il renaît. Et il renaît précisément. À 6%, c'est difficile de parler de renaissance. Si, regardez, parce que quand vous prenez les élections présidentielles, Benoît Hamon était soutenu par le Parti Socialiste, Benoît Hamon évidemment, et les écologistes. Et tout ça ensemble faisait 6,30% ou 6,5%. Et bien aujourd'hui, toutes ces forces mises ensemble font plus que 20%. Donc il y a une renaissance. Pierre Jouvet, un score de plus de 6%, c'est plus que ce qui était donné dans les sondages. Ça veut dire que ceux qui, chez vous, critiquaient le choix de Raphaël Glucksmann se sont trompés? Ça veut dire que la gauche est encore en convalescence et que la gauche est en train de se reconstruire. Ça veut dire que la gauche n'est pas morte. Ça veut dire que quand le Parti socialiste est faible dans une élection, le reste de la gauche n'est pas haut. Et ça veut dire que nous avons une responsabilité majeure qui s'ouvre devant nous aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'espace pour une gauche populiste. Que le populisme, il a choisi son vote, que son vote, il s'appelle Marine Le Pen et hier, il s'appelait Jordan Bardella. Et que les Françaises et les Français de gauche, qui depuis 2 ans sont totalement perdus, qui hier rentraient dans les bureaux de vote et voyaient ces 34 listes, et voyaient ces listes de gauche totalement divisées, n'en veulent plus. Aujourd'hui, on a vu Jean-Luc Mélenchon, vous pourriez vous associer avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est que les femmes et les hommes de gauche qui, dans ce pays, veulent gouverner, ne sont pas juste là pour contester, pour être en voie directe avec les populistes, doivent se rassembler.
Et c'est cette force-là, une force social-démocrate, une gauche de gouvernement qui doit être en capacité d'incarner l'avenir. Rapidement, pour finir, question très rapide à tous les quatre. On a vu hier que ces élections européennes ont mis sur le devant de la scène un clivage entre la République En Marche et le Rassemblement National. Est-ce que pour vous, ce clivage, il est voué à perdurer ou est-ce que le clivage droite-gauche peut renaître? Sabine Thillaye. Question difficile. Moi, j'ai envie de dire, avançons avec nos propositions, essayons de les pousser, essayons de faciliter justement la vie de nos compatriotes. Ce qu'on fait d'ailleurs, ce qu'on a fait aussi en franco-allemande, et où j'ai eu la surprise de voir le Rassemblement National nous dire « vous voulez mettre l'Alsace-Lorraine sous tutelle » alors qu'on veut faciliter la vie de nos citoyens, que ce soit en France ou en Europe. Sur ce clivage, il y a un nouveau clivage qui s'est installé aux dernières élections présidentielles entre d'un côté ce qu'on peut appeler les mondialistes, incarnés par Emmanuel Macron, et d'un autre côté les nationaux, incarnés par Marine Le Pen. Et les élections européennes ont confirmé ce clivage. Damien Abad. N'oublions pas que lors des dernières élections présidentielles, la France n'était pas coupée en deux, mais en quatre. Et qu'il y avait quasiment 4 candidats à 20%. Et donc ces logiques politiques-là, elles existent. En fait, vous savez, tout dépendra de l'offre politique, de l'incarnation de cette offre et de la capacité à pouvoir proposer un espoir pour les Français. Donc vous savez, il y a quelque temps, qui aurait prédit que Emmanuel Macron soit président de la République? Donc je pense qu'il faut éviter de tirer des conclusions hâtives sur ce que sera 2022. La route est longue, il y a d'ici là des élections municipales, des élections départementales et régionales. Nous sommes le premier parti de France en termes d'élus locaux, en termes d'ancrage et d'assises territoriales. À nous de retrouver cette droite territoriale et de faire confiance un peu aux élus de terrain. Et rapidement, Pierre Jouvet. Il faut que ce clivage réapparaisse, parce que s'il ne réapparaît pas, et si on continue de mener les politiques libérales et destructrices qui sont menées dans notre pays, c'est Marine Le Pen qui sera présidente de la République en 2022. Il ne faudra plus se faire d'illusions. Donc oui, bien sûr que cette gauche, elle doit se reconstruire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une gauche issue des territoires, une gauche qui fasse une exigence nécessaire entre le lien entre le social et l'environnemental pour répondre aux aspirations du peuple français. Merci à tous les quatre d'avoir été Merci avec nous sur ce plateau. Nouveau plateau avec des experts dans quelques instants. Mais Damien Abad, puisque vous parliez du rassemblement qui doit se faire entre la droite et le centre, on va écouter Hervé Marseille, qui est le président du groupe centriste ici au Sénat. Il est au micro de Quentin Calmet. Oui, donc je suis avec Hervé Marseille, le président du groupe centriste ici au Sénat. On a vu ce score de votre liste UDI qui est faible. Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que LREM a siphonné comme cela les voix de la droite classique, y compris du centre droit? Absolument. Le président de la République a dramatisé les enjeux de ce scrutin. Il a voulu en sorte faire un challenge avec le Rassemblement national. Mission accomplie. Ça lui a été fatal aussi, puisque c'est le Rassemblement national, malheureusement, qui est arrivé en tête. Mais toutes les autres formations politiques ont été inaudibles. Et comme vous l'avez dit, je vais employer le même mot, elles se sont fait siphonner, littéralement, par En Marche, à l'évidence. La droite républicaine et le centre ont été siphonnés par En Marche. Et puis, la droite la plus tonique s'est retrouvée sur le nom de M. Bardella du Rassemblement national. Alors, quel maintenant enseignement pour la droite classique, pour les LR? On a vu le président Gérard Larcher du Sénat dire hier qu'il y avait une erreur avec un échec avec ce score d'hier. Et aussi une question sur la ligne politique des LR. Qu'est-ce que vous plaidez, vous, auprès de votre allié ici, LR, au Sénat? Écoutez, il ne m'appartient pas de m'exprimer au nom du groupe LR et des Républicains. Pour autant, il y avait une alliance, j'allais dire, depuis des décennies entre la droite républicaine et le centre. La ligne choisie par M. Wauquiez est allée à l'encontre de cette alliance. On en voit la limite et aujourd'hui, c'est à l'évidence, comme le dit le président Larcher, un échec et il faut absolument en tenir compte pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut refonder le centre droit, la droite républicaine et le centre, sinon, j'allais dire, on court à la disparition. On avait vu cette expression de droite Trocadéro utilisée par Édouard Philippe. Vous reprenez cette expression pour vous, vous dites elle existe, il faut lui tourner le dos si les LR veulent pouvoir rebondir? Écoutez, à partir du moment où il y a eu une bipolarisation du scrutin et une dramatisation, à l'évidence, la droite modérée s'est retrouvée sur la liste Renaissance de M. Macron, et puis d'autres se sont retrouvés sur le Rassemblement national. Et donc, il n'y avait plus rien au milieu. Donc aujourd'hui, il faut refonder, il faut trouver une autre ligne politique qui rassemble, et puis surtout retrouver un mode de fonctionnement qui permette ce rassemblement. Eh bien, merci beaucoup Hervé Marseille. Votre message est passé aujourd'hui.
Merci beaucoup Quentin pour cette réaction. Nouveau plateau, je vous présente nos nouveaux invités. Nathalie Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au groupe EBRA qui représente les journaux de l'Est de la France. Yves Bertoncini, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en affaires européennes, président du mouvement européen France. Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la rédaction parisienne de Ouest France. Et enfin Emmanuel Rivière, bonjour. Vous êtes directeur de la division publique de Kantar en France. Avant de vous entendre, on va faire un récapitulatif des résultats d'hier soir. Résultats sur le plan national avec le Rassemblement national qui arrive en tête avec 23,3% des voix, suivi de la liste Renaissance 22,4%. Les Verts en troisième position, 13,47% des voix. François-Xavier Bellamy pour les Républicains, quatrième avec 8,48%. La France insoumise, cinquième. Manon Aubry, 6,31 qui fait quasiment jeu égal avec le PS, Place publique, mené par Raphaël Glucksmann, 6,19%. Et enfin, plus loin, les groupes qui n'envoient pas d'élus au Parlement européen. Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, 3,51. Génération, Benoît Hamon, 3,27. L'UDI à 2,5, quasiment comme le Parti communiste de Yann Brossa. Et puis derrière, on trouve quelques surprises, notamment le Parti animaliste qui fait 2,17. Urgence écologique 1,82 devant François Asselineau, Nathalie Arthaud ou Florian Philippot. Nathalie Moret, quels enseignements vous tirez de ce scrutin, enseignement général pour commencer? Déjà, ça a beaucoup été dit depuis hier soir, mais une poussée du Front National en termes de voix, pas en pourcentage, puisqu'il reste à peu près sur le même étiage, mais en termes de voix, le Front National, devenu Rassemblement National, augmente sa présence et est en tête dans de nombreux départements. Donc ça, c'est quand même l'élément principal. Le deuxième élément qui a peut-être été moins souligné, c'est que La République En Marche se maintient de façon assez j'allais dire, surprenante. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 6 mois, Emmanuel Macron ne pouvait plus sortir de l'Élysée, il était complètement enferré dans une impopularité record et que 6 mois après, il arrive à faire quasiment jeu égal avec le Rassemblement national puisqu'il y a moins d'1 point d'écart, c'est quand même assez conséquent. Donc ça, et on peut même se demander si avec une tête de liste un peu plus emblématique que Nathalie Loiseau, on peut même se demander s'il n'aurait pas pu faire un peu plus jeu égal, voire dépasser le Rassemblement national. Le deuxième élément, c'est bien sûr la forte poussée des écologistes en France et partout en Europe. Troisième élément, et j'en terminerai par là, c'est l'effondrement de la droite traditionnelle qui est siphonnée sur les deux côtés, à la fois sur sa droite la plus forte avec le Rassemblement national et sur la droite modérée, le centre, avec Nathalie Loiseau. Stéphane Vernet, vous, quels enseignements vous tirez de ce scrutin ? On savait que ce serait une élection qui offrirait un certain nombre de surprises. La vraie surprise, c'est qu'elles ne sont pas là où on les attendait. Moi, je pense que la première surprise, c'est la participation. C'est-à-dire pendant plusieurs semaines, on a glosé sur le fait qu'on pouvait s'attendre à une abstention record dans cette élection. Moi, le premier, donc voir qu'on est au-dessus de 50% de taux de participation, 10 points de plus que ce qu'on imaginait, grosso modo, c'est la première des surprises. Ça veut dire aussi que l'électorat s'est intéressé à cette élection et qui s'est mobilisé dans la dernière ligne droite autour de ce scrutin. Mais l'effet induit, c'est comme un jeu de domino, si vous voulez. C'est comme la participation était beaucoup plus forte que ce à quoi on pouvait s'attendre. Les résultats ont aussi été totalement faussés par rapport à ce que nous annonçaient tous les sondages, finalement. Puisque même dans la journée, dans l'après-midi, les sondages sortis des urnes nous donnaient des tendances qui n'étaient pas du tout celles qu'on a vues se dégager in fine. Donc ça, pour moi, c'est la première surprise. Et alors, moi, j'imaginais plein de choses autour de ce scrutin, personnellement, mais ce que je constate, c'est que les partis qui sont très, très en difficulté à l'issue de ce vote ne sont pas ceux qu'on imaginait. Aujourd'hui, je pense que les deux partis qui vont avoir le plus de soucis et beaucoup de dommages collatéraux, beaucoup de mal à s'en remettre, ce sont les Républicains et la France insoumise. Ce n'est pas forcément ceux qu'on voyait les plus en difficulté avant dimanche. On va y revenir, Emmanuel Rivière. Pour vous, quel est l'enseignement? C'est qu'il ne faut pas se fier aux sondages? C'est bien de parler des sondages et
ne suis pas complètement sûr que l'explication du décalage entre le dernier sondage et le résultat d'hier soir soit uniquement imputable à une participation accrue. À la limite, je préférerais que ce soit ça, parce que ce serait une explication et une solution simple. Je ne suis pas complètement sûr que ce ne soit pas un tout petit peu plus compliqué que ça et davantage lié à des plaques tectoniques un peu mouvantes dans un schéma où effectivement il y a un électorat autrefois très structurant qui était celui des Républicains qui est en train de disparaître. Mais au-delà de ça, l'enseignement effectivement, et je pense que c'est le premier dans l'ordre chronologique et peut-être d'ailleurs le premier tout court qu'on peut porter et à l'échelle du continent, c'est la hausse de la participation. On a à peu près d'ailleurs la même chose. Ce qui peut se produire dans un pays, plus 7 points, c'est déjà significatif. Avoir la même chose sur la moyenne des 28 pays, alors ça ne s'est pas produit partout. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas analyser la hausse de la participation française juste avec des lunettes franco-françaises. Le fait qu'on a eu la même hausse de participation en Allemagne, mais aussi dans des pays qui étaient très peu participants comme l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie aussi participe davantage. Ça dit bien que ces pays, je pense, sont aux premières loges d'un débat sur l'Europe et d'une interrogation sur le devenir de l'Europe. Chacun à leur manière, avec des interprétations évidemment différentes. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour le projet européen qu'il ait été considéré comme ayant de l'importance. Je terminerai en mentionnant au passage, pour revenir à des considérations plus hexagonales, qu'on a davantage voté pour élire des députés européens en termes de mobilisation que pour élire nos députés français. Ça aussi, ça pose 2-3 questions. Yves Bertoncini, enseignement peut-être sur le plan européen, ce nouveau visage du Parlement européen. Alors, 2 remarques, effectivement, sur la participation. Je crois que ça va clore le débat récurrent. Il y a un taux de participation forcément limité aux élections européennes parce que l'Union européenne n'a pas tous les pouvoirs. Il y a un déficit de compétences, donc un déficit de participation. Mais quand on arrive à 50%, je crois qu'on est à peu près au bon niveau. La France est dans la moyenne européenne. Ça a progressé dans 20 pays. Et donc, maintenant, on est au niveau des midterms aux États-Unis. Quand on vote au midterm, il y a 50% de participation. Et même chose en Suisse. Donc ça, au moins, là-dessus, je dirais que peut-être pour la prochaine élection, on sera un peu moins focalisé sur ça. Alors, on se focalisera sur quoi? Sinon, les rapports de force tels qu'ils ont été définis. Alors, pour compléter ce qui a été dit, moi, ce qui me frappe, c'est que la France est en décalage avec le reste de l'Europe, malgré tout. Parce qu'on n'a même pas le tiercé dans le désordre. L'extrême droite, elle gagne chez nous. Elle gagne en Italie. Et puis, c'est à peu près tout. Bien sûr, la droite extrême gagne en Pologne et en Hongrie. Et puis, il y a aussi Farage dans un contexte bien particulier. Mais dans les autres pays, et quand on agrège tout, les partis de gouvernement, même s'ils sont affaiblis, c'est-à-dire les conservateurs du PPE, qui correspondent aux Républicains, et les sociodémocrates, restent largement en tête. Le PPE, qui est en déconfiture chez nous avec les Républicains, il gagne dans 15 des 28 pays. Il arrive en tête dans 15 des 28 pays, par exemple. Et ce qui se greffe là-dessus, c'est que les partis de gouvernement, les forces politiques qui gouvernent, qu'elles soient de droite ou de gauche, en fait, elles ont des scores beaucoup plus élevés ailleurs en Europe. La République En Marche est à 22%. Mais si on regarde en Allemagne, la CDU-CSU et le SPD, c'est le double, 44%. Si on regarde en Pologne, c'est 43%, ceux qui gouvernent la Pologne. En Espagne, les socialistes à eux seuls font 30% avec leurs partenaires, on dépasse 40%. Et en Italie, on est même à 50%, les forces politiques qui gouvernent l'Italie. Et donc ça signale quand même un malaise politique français. Parce que même si les forces politiques au pouvoir limitent les dégâts... Qu'est-ce que ça signale qu'Emmanuel Macron, du coup, est affaibli au plan européen, puisque lui n'a pas gagné dans son propre pays? Ce qui nous affaiblit, au-delà de la personne du président de la République, c'est que nous sommes presque absents des 2 principaux groupes politiques. 5 députés socialistes et 6 ou 7 députés des Républicains au PPE. Ça veut dire que dans les 2 plus grands groupes, certes, ils sont en retrait, mais ça reste les 2 plus grands groupes. On est 12. Les Allemands, ils sont 45. 3 ou 4 fois plus. Et donc, la France est passée en Ligue Europa. On n'est plus en Ligue des Champions au Parlement européen. Alors, pour être plus juste, on est au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Parce qu'il est vrai que la République En Marche va occuper dans le 3e groupe une position charnière, oui, parce que ça sera le principal groupe dans le groupe parlementaire qui va faire le pivot. Mais ça, c'est à suivre. Et je dirais que c'est la 2e lame, parce que la première lame, c'était en 2014. Beaucoup de députés du Front National, bon, c'est légitime, nos compatriotes le veulent, mais au Parlement européen, ça ne pèse rien. Et là,
encore moins de députés républicains et socialistes. C'est donc pour la France... Donc un affaiblissement de la France au niveau du Parlement. Oui, bien sûr, même s'il sera compensé par le fait qu'Emmanuel Macron est quand même le leader d'un pays important en Europe et qu'il a des alliés, non pas tant au Parlement européen, mais au Conseil européen. Allez, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, on va juste... le fait que les députés français verts au sein d'un groupe qui va devenir un peu charnière, les Verts européens, et les députés des Républiques En Marche au sein d'un autre groupe, LD, qui peuvent être des groupes quand même un tout petit peu faiseurs de roi, pour filer la métaphore, nous situe pas plutôt dans le dernier carré de l'UEFA plutôt que dans le préliminaire de la Ligue des Champions. Oui, j'ai dit ça. Alors, si je vais changer de métaphore, on a deux groupes qui sont en retrait, mais qui sont des bêtes blessées, le PPE et puis le PSE, sociaux-démocrates. Et puis on a un troisième groupe. Effectivement, dans le troisième groupe, les libéraux-démocrates, il y aura ce rôle, cet effet levier. Donc, mais on a un judoka, Emmanuel Macron, va devoir faire du judo. On est passé du foot tirer au l'effet judo. levier. Sauf qu'il aura face à lui le PPE, ça c'est le sumo. Et puis les sociaux-démocrates qui vont se défendre, et ça c'est les karatékas. Et donc c'est pas gagné d'avance quand même. Peut-être juste qu'il faudrait expliquer pour être très complet, c'est que tout ce que vous venez de dire est parfaitement vrai, mais ce qui change aussi par rapport à la première fois depuis 1979, c'est que le PPE et les sociaux-démocrates n'ont plus la majorité à eux seuls. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de s'appuyer sur d'autres alliés pour pouvoir gouverner. Et ces autres alliés, ça peut être le groupe dans lequel ce fameux groupe central, nouveau groupe central que Emmanuel Macron a appelé de ses voeux et qui de fait existe. Il a atteint cet objectif-là, parce que du coup c'est le troisième groupe, ou ça peut être aussi avec les Verts, alors avec des coalitions à 3, à 4, mais on voit bien que, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est la bonne expression, il se retrouve en position de faiseur de roi. Et ça c'est quand même intéressant, notamment dans la séquence qui s'ouvre tout de suite, à savoir la désignation d'un certain nombre de postes clés. Ils vont avoir leur mot à dire, et ça c'est quand même pas mal. C'est en cela que, pardon, je termine sur la métaphore martiale, c'est en cela qu'il faut faire du judo et être habile. Les faiseurs de roi, c'est le PPE qui est très largement en tête, les sociaux-démocrates qui sont quand même bien devant les libéraux-démocrates, et donc en appoint les libéraux-démocrates et les Verts. Ça c'est vrai. Allez, mais on va si revenir vraiment sur les on se présente enseignements. comme les faiseurs de roi tout seuls, on a compris. marchera pas aussi on va facilement revenir que sur ça. les enseignements de ce scrutin pour l'exécutif, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait fait de ce scrutin un duel entre lui et le Rassemblement national, mais il est devancé. Il affirme néanmoins qu'il ne changera pas de cap. Alors, quels enseignements pour l'exécutif? C'est un sujet d'Héloïse Grégoire. Au lendemain des élections européennes, l'acte 2 du quinquennat commence. Aucun remaniement n'est prévu et Édouard Philippe est conforté à Matignon. Et le Premier ministre l'affirme, le cap ne change pas, seule la méthode est à revoir. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux. Bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique, sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Arrivé en tête hier des élections européennes, le Rassemblement national a immédiatement réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question pour la porte-parole du gouvernement. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut de la stabilité dans nos institutions, c'est une évidence. Et puis, le score que nous avons obtenu est un score qui n'appelle pas une crise politique. Aujourd'hui, la majorité est soudée derrière le Premier ministre, le gouvernement est soudé derrière le Premier ministre. Et vous savez quoi? Le Premier ministre a l'entière confiance du Président de la République. C'est exactement le combo qu'il faut pour avoir une majorité stable. Pas de temps à perdre pour l'exécutif. De nombreuses réformes sont attendues, comme le dossier des retraites, la réforme des institutions ou encore le projet de loi santé débattu au Sénat dès lundi prochain. Nathalie Moret, pas de conséquences sur l'exécutif de ce scrutin des européennes? On ne change pas de Premier ministre, on ne change pas de cap et on maintient les réformes? Le score obtenu hier soir par la liste de Nathalie Loiseau leur permet effectivement cette relative stabilité. Je rappelle qu'il y a moins d'un point d'écart. Qui l'aurait dit il y a simplement 2 mois, même il y a 1 mois, avant que le président de la République ne s'implique aussi fortement dans la campagne. L'un des éléments importants à retenir du scrutin d'hier soir, c'est que la République En Marche, finalement, est relativement confortée. C'était la première élection, parce que les législatives sont plutôt une force d'appoint et une conséquence assez immédiate de l'élection présidentielle. Mais là, objectivement, on pouvait
craindre, parce que le président de la République reste très impopulaire, un effondrement du score de la République en marche. Ça n'a pas été le cas. Il y a un socle qui est maintenu. Et comme il n'y a pas de plan B, parce que ça aussi c'est une réalité, hein, si vous enlevez le Premier ministre, vous mettez qui Donc pour vous, ce n'est pas un échec le résultat, même s'il est devancé par l'Assemblée nationale. C'est un échec politique. Dans la mesure où le président de la République avait dit et avait dit je veux absolument être premier et c'est un objectif. Donc en cela, c'est un échec. Là où cet échec est relativement compensé, c'est comme vous venez de le dire Stéphane, la République en marche va être le plus gros contingent du groupe ALDE et effectivement, ils auront les moyens de peser au gouvernement beaucoup plus que le Rassemblement national. Donc c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour justement dire bon ben voilà, nous avons les moyens de mener notre politique. Est-ce que ça va être possible? Ça, on verra. Et on voit sur ces images en direct Nathalie Loiseau, la tête de liste Renaissance, majorité présidentielle, qui arrive au QG de la République en marche. On va peut-être l'entendre dans quelques instants, mais avant cela, Emmanuel Rivière, sur les conséquences de ce scrutin pour l'exécutif. A priori, je pense que le raisonnement qu'a tenu Sibeth Ndiaye il peut être tenu. On n'a jamais renvoyé un gouvernement à l'issue d'une élection européenne. Il y a eu effectivement le remplacement de Pierre Mauroy en 84, mais c'était plus consécutivement à la manifestation sur le sujet de l'école qu'après des européennes qui pourtant étaient On va aller perdues. voir Nathalie Loiseau en direct. On va écouter après Emmanuel Rivière. Absolument, constituer un nouveau groupe incontournable sans lequel aucune majorité n'est possible et c'est bien parti. Quelles seront vos exigences? Qu'est-ce qui fera que vous pourrez soutenir une majorité? Le programme, c'est-à-dire un programme qui soit progressiste, démocrate, européen convaincu et qui permette de refonder l'Union européenne. Avec qui créer cette alliance au niveau européen? Alors, j'étais au téléphone, donc vous vous dites bien que la deuxième campagne continue avec des centristes, mais pas seulement. Et donc pour le moment, à notre décompte un peu informel qu'on faisait les uns et les autres, on est quelque part entre 109 et 110 députés. Donc effectivement, le troisième groupe incontournable et aussi lutter contre les nationalistes à qui on ne laissera pas la place. Vous allez réussir à convaincre des écologistes? On verra. Rendez-vous au retour. C'est-à-dire c'est quand mercredi, mais j'y retournerai. Nathalie Loiseau devant le QG de la République en marche, Yves Bertoncini. 109, 110 députés, dit Nathalie Loiseau, ce qui ont fait un groupe central au Parlement européen. Central d'abord idéologiquement, puisque les deux autres forces, c'est d'un côté sur leur droite le PPE, qui est quand même vers 180, et puis les sociodémocrates qui sont vers 140 à peu près. Donc c'est quand même la troisième force, mais en effet, le point d'équilibre idéologique pour faire une grande coalition avec les deux forces traditionnelles. Il faut regarder les Verts aussi tout de même, parce qu'il n'est pas tout à fait vrai de dire qu'on peut faire une alliance seulement avec les libéraux-démocrates. En réalité, on regarde en termes numériques, vous pouvez très bien faire une alliance sans eux, mais avec les Verts. Mais ça aurait les Verts, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Ça aurait moins de sens que de faire cette alliance-ci, mais il va falloir du doigté parce que les deux grandes forces politiques traditionnelles ne vont pas se laisser manœuvrer comme cela, sachant qu'elles sont quand même devant la République en marche. Deuxième remarque et nuance, tout en validant ce que vient de dire Nathalie Loiseau. Quand je l'entends dire oui, on va constituer un grand groupe pour la renaissance de l'Europe. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les libéraux-démocrates veuillent la renaissance de l'Europe, premièrement, mais surtout, soyons plus précis. Le libéralisme à la française, sur beaucoup de points, n'est pas à l'équilibre de la famille libérale-démocrate. Je veux dire, le SMIC européen, va falloir le faire passer dans le groupe libéral-démocrate. Le fait de ne plus faire d'accords commerciaux avec les États-Unis s'il n'y a pas d'environnement, faut le faire passer. Le refus de l'élargissement, le budget de la zone euro. Donc il y a un atterrissage idéologique à faire pour prendre le contrôle de ce groupe. Et puis au-delà de la prise de contrôle institutionnelle, pour faire en sorte qu'il soit uni sur tous les sujets. Parce que ça, d'ailleurs, ce groupe libéral-démocrate n'est jamais très uni. Il y a des gens du centre, de la gauche et de la droite. Et troisième et dernier élément, sur le plan plus idéologique, oui, il y a des possibilités de travailler avec les sociaux-démocrates, les Verts, une partie du PPE, sinon tout le PPE, autour des positions défendues par la liste Renaissance. Voilà. Mais il y a deux façons de faire ça. Soit vous dites on garde les groupes tels qu'ils sont et on fait des alliances, et en cela ils auront des relais chez les Verts, chez les sociaux-démocrates et chez le PPE. Soit vous essayez de commencer des débauchages individuels. Pour faire grossir la pelote de 109, 110, 112. Et ça ne créerait pas les conditions d'une
d'une négociation très sereine vis-à-vis des autres groupes qui vont s'en défendre. Et j'ajoute pour la route que ces 108, 109, il faudra les recalculer quand les Britanniques seront partis. Parce que les libéraux-démocrates ont fait un score totalement anormal au Royaume-Uni. Ils sont arrivés très très haut. Ils ont 13 ou 14 députés. Il faudra les retrancher. Alors que le PPE restera totalement stable puisqu'il n'a aucun député britannique. Un dernier mot là-dessus, Emmanuel Rivière, avant qu'on passe à un autre thème. Oui, il y a aussi une étape importante qui va être déterminante des futurs équilibres. C'est qu'il va falloir désigner assez rapidement le président de la Commission européenne, se répartir les rôles. Et là, il y a des tensions. Enfin, on ne démarre pas avec beaucoup de bienveillance. Autant il y avait une forme de clarté qui avait permis il y a 5 ans que le parti arrivé en tête voit son candidat Jean-Claude Juncker désigné comme président de la Commission européenne. Là, il y a des acteurs, et pas des moindres, notamment Emmanuel Macron, qui sont allés en rétropédalant sur cette automaticité. Donc, hier soir au Parlement européen, c'était frappant puisqu'il y avait des gens qui braquaient leurs caméras, leurs micros, etc. sur Manfred Weber, le chef de file du PPE, comme s'il était d'évidence le futur président de la Commission européenne, et puis d'autres qui faisaient des commentaires et des spéculations dans tous les sens. Et là, c'est une vraie épreuve du feu. Donc il y avait un premier... Dans cette élection, on est rentré en disant « Oh là là, il va y avoir une poussée des populistes au Parlement européen ». Donc on va dire, les pro-européens sont largement majoritaires et pas beaucoup plus bousculés. Mais encore maintenant, va-t-il falloir s'entendre et ne pas montrer le spectacle de pays qui s'entre-déchirent, ce qui est le spectacle auquel les électeurs sont le plus allergiques. Allez, je voudrais qu'on revienne en France pour voir les résultats de ce scrutin et qu'on regarde peut-être avec vous, Emmanuel Rivière, la carte de la répartition des votes dans notre pays, notamment entre le vote Macron et le vote du Rassemblement national, le vote Le Pen. Je ne sais pas si on peut avoir cette carte, voilà, pour que vous nous la commentiez, Emmanuel Rivière. On le voit, une fracture en France. Mais non, justement, on ne la voit plus. Enfin, c'est ça qui est fascinant dans cette carte. On a l'Ouest qui résiste. On pourrait regarder la carte du vote Front National au second tour de l'élection présidentielle ou dans les élections précédentes. Vous aviez une espèce de diagonale du nord et qui allait jusqu'au sud-est. Et là, il y a quand même... La diagonale s'est élargie, c'est ça que vous nous dites. La diagonale s'est élargie et les choses sont beaucoup moins nettes. Et puis, je pense qu'on va peut-être y revenir, mais les fiefs qui étaient ceux des Républicains, qui sont en train de tout bonnement disparaître de la carte électorale, alors que c'était la formation politique qui était la plus solide sur ces bastions. Quand on regarde notamment des élections municipales, il y avait toujours des mairies qui tenaient pour le RPR principalement, mais aussi l'UDF. Et là, il y a quelque chose qui est très interrogé, et je veux que les municipales à dessein, puisque c'est le prochain grand rendez-vous électoral au mois de mars 2020. Mais c'est vrai qu'après la présidentielle, on a dit qu'il y avait une France coupée en 4. Là, quand on regarde cette carte, clairement, il n'y a plus que 2 couleurs sur la carte. Il n'y a plus que 2 couleurs parce qu'effectivement, la troisième force politique qui est les Verts n'est pas structurée de la même manière sociologiquement et donc géographiquement. Et si je peux embrayer sur la sociologie, voilà, il y a des phénomènes très très nouveaux et notamment un qui est très explicatif de la déconfiture des Républicains, c'est qu'ils ne semblent plus avoir de base sociale. Les ouvriers votent vraiment nettement pour le Rassemblement national. Les cadres, les personnes aisées votent pour la République en marche. Les personnes âgées se répartissent, et ça c'est très nouveau entre la République en marche et le Rassemblement national. Avoir les Républicains 3e chez les plus âgés, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et les jeunes se répartissent entre différentes forces de gauche, le Rassemblement national, et ont porté les Verts. Et donc, comme cette sociologie est devenue très prégnante, du coup, effectivement, sur la carte, géographiquement, il n'y a pas les zones de force que l'on voyait autrefois. Stéphane Vernet, vous qui représentez ici Ouest France, on le voit, l'ouest de la France, c'est celui qui est le plus coloré en jaune. Le vote Emmanuel Macron, comment vous expliquez que l'ouest de la France ne soit pas, comme 78, je crois, départements tentés par le vote du Rassemblement national ? Il y a une tradition dans l'Ouest qui est une tradition démocrate chrétienne, très centriste en réalité, qui s'est exprimée à travers différents
force politique au cours des décennies. Après la guerre, c'était le MRP. Ensuite, ça a été plutôt la droite centriste. Dans les années 70, les grandes villes bretonnes ont basculé progressivement à gauche chez les socialistes. Et en fait, il y avait j'ai envie de dire que la prévalence ou le fil qui relie tous ces votes et cette histoire-là, c'est que les valeurs perduraient, étaient à peu près les mêmes. C'est-à-dire que simplement, je pense que les gens se sentaient que ces valeurs étaient incarnées dans des formations politiques différentes au fur et à mesure que les années passaient. Mais on reste sur un socle, c'est une terre centriste culturellement en fait, et qui le reste. Et je pense qu'aujourd'hui... Ça est incarné par Emmanuel Macron. Les électeurs se reconnaissaient, depuis les années 70, se reconnaissaient plutôt dans le PS ou l'UDI autour de ces valeurs. Et depuis 2017, avec l'émergence d'Emmanuel Macron, cet électorat-là, c'est plutôt reconnu dans les valeurs d'En Marche. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut expliquer ce type de vote. Après, il y a peut-être d'autres explications aussi au ralliement historiques, de barons sociales. locaux, peut-être, à Emmanuel Macron, notamment Jean-Yves Le Drian, ou pas du tout? Oui, mais peut-être, mais si vous voulez, moi je fais partie des gens qui sont persuadés qu'en fait le vote n'appartient pas il appartient aux électeurs. C'est pas parce que vous avez telle ou telle figure qui dit moi je tourne ma veste, j'appelle à voter pour un tel. Non, les gens ils décident en leur âme et conscience. Moi je pense vraiment que ce qui fait cette espèce de socle et cette continuité, ce sont autour des valeurs. Et donc les gens qui les incarnent peuvent changer, mais dans l'Ouest, je pense que ces valeurs, elles sont très ancrées, elles restent. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma lecture. Nathalie Moret. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans cette carte, c'est qu'on voit qu'il y a le Rassemblement national, qu'il y a La République en marche ou Europe Écologie Les Verts, et ce sont donc les trois partis qui arrivent en tête, ont mis en avant non pas une couleur politique, mais ils n'ont pas fait la campagne sur je suis de droite ou je suis de gauche, mais sur d'autres thèmes, comme si les thématiques partisanes finalement n'avaient plus cours. Et on voit que les seuls partis qui ont vraiment fait campagne sur droite ou gauche, ils sont en queue de classement. Et ça, je trouve que c'est un élément complètement incroyable. Le Rassemblement national, il ne dit pas qu'il est de droite, il dit qu'il est pour le peuple. La République en marche a gommé ce clivage de son discours, et idem pour Europe Écologie Les Verts, qui a mis en avant les thèmes de l'écologie et de l'Europe, et qui finalement se situe plus vraiment à gauche, mais plutôt sur une autre type de lecture. Et je pense que ça, c'est aussi un des grands enseignements de ce scrutin. Ça ne veut pas dire que le clivage gauche-droite n'a plus de sens. Surtout Absolument. Cette question encore. Mais en fait, on décrypte le comportement électoral en ayant en tête qu'il y a trois clivages aujourd'hui, ou trois dynamiques. Enfin, il y a un clivage gauche-droite qui reste une espèce de substrat. Et effectivement, il y a une forme de clivage, alors on peut l'appeler ouverture-fermeture, rebaptisé progressiste contre nationaliste, etc. Et qui est par rapport à une question fondamentale, c'est en gros, est-ce que à s'ouvrir au monde, on trouve des opportunités ou on s'expose à des dangers? En gros, c'est cette question-là. Et vous avez une troisième dynamique, qui est une dynamique anti-système, qui est liée à des déceptions, des rancœurs, parfois même une grande colère. Et c'est la combinatoire des trois qui détermine à un moment donné des formes d'expression électorale, mais du coup ça rend les choses un tout petit peu plus imprévisibles que lorsque c'était simplement le clivage gauche-droite. Allez, on va parler de la surprise de ce scrutin hier soir, le score des Républicains. François-Xavier Bellamy qui fait à peine plus de 8% des voix. Avant de vous entendre, on va écouter la sénatrice LR du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Elle est au micro de Quentin Calmet. Oui, Catherine Procaccia, on a envie de vous entendre sur cette question de la ligne politique. On a vu le président du Sénat, Gérard Larcher, dire que c'est un échec, ce score aujourd'hui aux élections européennes, et se questionner sur la ligne politique qu'il faut adopter, notamment en allant vers un rassemblement, vers d'autres, et on pense bien sûr aux centristes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'enseignement qu'il faut tirer de ce score des LR ? C'est un échec, c'est clair, d'autant plus que les sondages nous donnaient à 13%. Je ne sais pas où sont passés les 5% qui nous ont manqué en 2 jours. Est-ce que ces 5% sont expliqués par le score aussi surprenant d'Europe Écologie Les Verts, qui eux n'étaient pas donnés là? Donc le président du Sénat a raison de dire que c'est un échec, mais c'est un échec par rapport à une élection européenne. C'est pas un échec avec les 3%, même avec 3% qu'a fait l'UDI, ça changerait pas grand-chose. Donc
moi, mon impression, c'est qu'effectivement, rien n'a changé depuis 2 ans. Les 2 partis en tête sont La République En Marche et le Front National, ou inversement, Front National et République En Marche. C'est que, contrairement à ce que chacun d'entre nous croyait, qu'après 2 ans, les choses avaient évolué, les choses n'ont pas évolué. Alors, ce n'est pas la stratégie, pour moi, c'est pas la stratégie politique qui est en cause, c'est une mauvaise analyse de la position des Français vis-à-vis des partis politiques. Mais alors, juste sur cette question de la ligne politique, on a pu voir Laurent Wauquiez défendre la ligne François-Xavier Bellamy, qu'il faut faire maturer, il faut garder les acquis de cette campagne, alors que les centristes, eux, ont dit qu'il partirait avec l'UDI sur une autre liste parce qu'elle elle est trop à droite, cette ligne politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'il faut aller maintenant quand on est LR? De toute façon, entre les centristes et les LR, par rapport à l'Europe, nous avons toujours eu des nuances. Donc, que pour cette élection européenne, les nuances se soient fait sentir, ne sont pas complètement anormales. Donc, pour moi, on a vécu des élections européennes, on n'a pas vécu autre chose. Et des élections européennes, comme le disait tout à l'heure le président Marseille, où là, tout s'est concentré sur c'est le Front National ou c'est République En Marche. Et j'ai entendu dans la rue, dans ma ville, des gens dire je voulais pas voter, je sais pas pour qui voter, mais je veux pas du Front National. Et donc, on veut pas du Front National, on va voter pour celui qui va compenser le Front National. Donc, encore une fois, c'est une élection où les Français se sont exprimés, non pas sur une ligne politique, non pas sur le programme européen, parce que le programme européen de la liste République En Marche, excusez-moi, je trouve que d'autres programmes, quelles que soient les listes et les petites listes, étaient beaucoup plus denses. Merci beaucoup Catherine Procaccia pour cette analyse. Et donc on rappelle ce bureau politique DLR aujourd'hui à 18h. Merci beaucoup Quentin, et on l'a vu, c'est vrai que l'unité affichée pendant la campagne, elle a volé en éclats, on l'a vu ce matin avec Valérie Pécresse, on voit la Catherine Procaccia qui n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez, c'est l'explosion interne chez les Républicains. Oui, c'est déjà depuis hier soir, effectivement les couteaux sont sortis, clairement la ligne politique choisie par Laurent Wauquiez est remise en cause aujourd'hui parce qu'on voit que se focaliser sur les questions identitaires, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, là-dessus le Rassemblement national fait beaucoup plus que les LR. Donc effectivement, il y a toute une partie, même importante, et même des proches de Laurent Wauquiez, qui sont en train de demander, et je pense que le bureau politique ce soir il va en être question, justement, de réaxer la ligne politique, non plus sur l'identitaire, mais sur les questions économiques et sociales qui sont au cœur de la préoccupation des Français. Et Emmanuel Rivière, Gérard Larcher a été le premier à dégainer, entre guillemets, hier soir en parlant d'échec. C'est le premier poids lourd des Républicains qui a parlé d'échec hier. Oui, d'ailleurs, il y a eu une succession de positionnements de Gérard Larcher sur François-Xavier Bellamy. Au départ, pas très bien. Puis ensuite, finalement, comme beaucoup de monde, convaincu autour de cette dynamique qui, par ailleurs, était un petit peu fictive parce qu'il n'était pas très évident qu'il y avait une dynamique. Je crois que la difficulté principale dans laquelle se trouvent les Républicains, et on va dire que les sondeurs en portent une part de responsabilité, c'est le caractère très brusque de la déconfiture et qui les met dans une situation qui est très fréquente, c'est-à-dire que chacun voit dans la défaite la justification de ce qu'il a toujours pensé, là où il faudrait que chacun se remette en cause. Allez, dernier détour par le siège du Rassemblement national avec Tam Tranui, puisque Tam, vous nous le disiez tout à l'heure, un bureau politique va se tenir cet après-midi. Effectivement, une réunion du bureau doit se tenir aux alentours de 14h, 14h30 et pour tout l'après-midi jusqu'à 16h30, 17h autour de Marine Le Pen. Mais on a déjà vu arriver un certain nombre de ténors du Rassemblement national, Louis Alliot, Sébastien Chenier, Steve Briouat ou encore David Racheline. L'objectif, tirer les enseignements du scrutin, une victoire, une première place, même s'il n'y a pas eu de progression en score entre les dernières élections européennes de 2014 et celles de cette année. Mais l'objectif pour eux, eh bien, c'est d'installer et de maintenir Marine Le Pen en chef de l'opposition face à l'exécutif. Et déjà, eh bien, on voit que tous ont en tête les futures échéances, parmi lesquelles les municipales et bien sûr la présidentielle de 2022. D'ailleurs, hier, eh bien, Marine Le Pen a pris date. Un grand mouvement pour l'alternance est né, a-t-elle dit.
Le Bureau national va donc plancher sur l'après, œuvrer à un rassemblement plus large, nous dit-on. On sait que certains penchent vers les LR, à l'image du ralliement de Thierry Mariani il y a quelques mois, mais aussi vers l'extrême gauche, alors qu'un ex-membre de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon a rallié le Rassemblement national il y a quelques jours. Ils attendent encore d'autres ralliements, nous disent-ils. Merci beaucoup, Tam. On suivra tout ça avec vous cet après-midi. On va aller devant le QG de La République En Marche, rejoindre Jérôme Rabier. Puisqu'on l'a vu avec vous, Jérôme, les candidats sont réunis. Oui, exactement, Oriane. Au lendemain de cette élection européenne, ambiance plutôt souriante ici dans le 2e arrondissement de Paris, au QG de campagne de La République En Marche. Un tout petit peu de déception de ne pas avoir réussi à devancer le Rassemblement national, mais une grande satisfaction, celle d'avoir limité l'écart, puisque moins d'1 point sépare les deux listes selon les résultats définitifs. Et pour montrer que les eurodéputés de la liste Renaissance sont déjà au travail, eh bien, ils sont présents ici au siège d'En Marche, réunis pour un déjeuner de travail. Ils viennent d'être rejoints, vous avez pu le voir en direct sur nos antennes, par Nathalie Loiseau, la tête de liste, et Stanislas Guerini, le patron du parti, qui revenait tout juste de l'Elysée, où Emmanuel Macron avait réuni l'ensemble des têtes du parti et de la liste pour finalement tirer le bilan de cette élection. Après ce déjeuner de travail ici au QG, Nathalie Loiseau, elle prendra la direction de Bruxelles, car c'est une deuxième campagne qui commence maintenant. Essayer de peser au Parlement européen au sein du groupe des démocrates et libéraux, qui sera désormais le 3e groupe au Parlement européen. Et merci beaucoup, Jérôme. Et on suivra tout ça, bien sûr, toute la journée en direct sur Public Sénat. Prochain rendez-vous, 16h30 avec Delphine Girard. 18h, Rebecca Fitoussi. On se retrouve à 19h pour Audition Publique. L'invité, Éric Ciotti. À tout à l'heure. Très bonne journée.